Après l'Assemblée nationale, le Sénat a donc voté à l'unanimité ce mardi 15 février le projet de loi pour la restitution de 15 œuvres spoliées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale à des familles juives. Ces 15 œuvres, dont un tableau de Marc Chagall et de Gustav Klimt, vont pouvoir être restituées aux héritiers des familles spoliées. 11 dessins et une cire conservés au musée du Louvre, au musée d'Orsay et au musée du château de Compiègne, appartenant au collectionneur juif Armand d'Orville, ainsi qu'un tableau du trio conservé au musée Utrio Valadon font également partie des restitutions prévues. Ce vote, c'est l'aboutissement du travail important et minutieux réalisé depuis sa création en 2019 par la mission de recherche et de la restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 au sein du ministère de la Culture. Et le chef de cette mission, David Zivie, est en direct avec nous ce matin. David Zivie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J. D'abord, que l'on comprenne bien en quoi, comme l'a dit la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, cette loi adoptée par le Parlement est historique. Bien, cette loi, elle est très importante, elle est historique parce que c'est la première fois que l'État et que le Parlement ont l'occasion de dire solennellement, très symboliquement, que certaines œuvres des collections publiques, collections nationales et collections de la ville de Sannois, eh bien que quelques œuvres ont été spoliées ou ont été achetées pendant la guerre dans un contexte trouble et discutable, et que ces œuvres doivent donc être restituées, remises à leurs propriétaires. L'État, le Parlement n'avaient pas eu l'occasion de le faire, et c'est très important parce que ce sont des œuvres des collections, et les collections en France, par la loi, elles sont protégées. Elles ne peuvent pas sortir des musées, ce qui est très bien. Et donc voter cette loi, adopter cette loi, c'est un acte important pour les faire sortir, évidemment, et pour reconnaître aussi ce qu'il s'est passé. Et donc, c'est en cela que cette loi, qui n'en avait pas eu de telle, est une étape très importante. Une étape très importante. Le tableau de Klimt en question va être restitué et conservé au musée d'Orsay. C'est la seule œuvre du peintre autrichien appartenant aux collections nationales françaises, acquis en 1980 par l'État chez un marchand qui appartenait à l'origine à une Autrichienne qui l'avait cédé lors d'une vente forcée à Vienne en 1938 avant d'être déporté et assassiné. Puis il y a aussi ce cas, David Zivie, de cette peinture de Marc Chagall, le père, une femme qui va donc récupérer la toile qui avait été volée par les nazis à son grand-oncle juif. Oui, alors c'est une histoire assez complexe que l'on a découverte récemment. Je veux préciser, c'est très important, oui. Vous avez dit que ce n'est pas nécessairement le fruit des recherches de la mission. Nous sommes là pour coordonner les recherches. Oui. En l'occurrence, ce sont des recherches, dans la plupart des cas, dans les cas qui ont été cités dans la loi, qui ont été menées aussi et d'abord par des familles, des chercheurs indépendants pour le compte de familles, et avec les musées, le musée d'Orsay notamment, le musée national d'art moderne, nous avons complété ces recherches avec elles. Donc je ne voudrais pas nous attribuer des mérites plus larges que ceux que nous pouvons avoir peut-être. Donc ce tableau de Chagall, c'est un tableau qui en effet a été volé en 1940 à Łódź chez David Sender, qui était un juif polonais qui a été transféré, comme on dit, ou déporté au ghetto de Łódź avec sa femme et sa fille. Il avait un tableau de Chagall qui ne s'appelait pas Le Père d'ailleurs à ce moment-là, depuis 1928, acheté à Varsovie. Et ce tableau avait appartenu à Chagall, et par des voies que l'on ne connaît toujours pas, il est revenu en France, et Marc Chagall l'a récupéré, racheté au début des années 50 certainement. Et cette histoire-là n'était pas connue. Et ce tableau est plus tard entré dans les collections nationales en 1988, après le décès de l'artiste. La famille a payé les droits de succession en partie avec ce tableau-là. Et donc c'est en effet une histoire totalement nouvelle que l'on a découverte et qui s'est révélée bien tangible, et qui a permis de conclure à cette spoliation. Effectivement, vous parliez de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés pendant la Shoah. On va y revenir, mais par exemple, pour 13 de ces 15 œuvres, effectivement, les ayants droit avaient été identifiés par la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation créée en 1999. Avant de parler justement du travail de votre mission, David Zivie, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. 100 000 œuvres d'art environ auraient été saisies en France durant la guerre. Selon le ministère de la Culture, 60 000 biens ont été retrouvés en Allemagne à la Libération, renvoyés en France. Parmi eux, 45 000 ont été rapidement restitués à leurs propriétaires. Mais évidemment, la question qui prédomine, c'est comment expliquer ce retard. On a souvent dit que la France était plus lente que d'autres pays, alors qu'il y a une ordonnance, celle du 21 avril 1945, qui précise que tout bien issu de la spoliation doit être restitué. Comment expliquer que pendant des années, là on voit que ça s'accélère et on va en parler bien sûr avec vous, mais comment expliquer que pendant plusieurs années tout cela a été assez lent ?
Alors, vous l'avez rappelé, il y a eu un moment de recherche intense que l'on oublie un peu, juste après la guerre, entre 1945 et 1950 environ. 45 000 œuvres ont été restituées par l'administration de l'époque sur demande des familles, et un certain nombre de procédures judiciaires sur la base de cette ordonnance que vous avez rappelée ont également ont été prises et ont permis de la restitution à des familles. Et c'est vrai qu'ensuite, à partir du début des années 50 et jusque vers le milieu des années 1990, eh bien, cette question n'était plus d'actualité, n'était plus au centre des préoccupations, ni en France, ni ailleurs. On ne parlait pas jusqu'aux années 70, 80, jusqu'au film de Claude Lanzmann de la Shoah. On en parlait, mais différemment. La mémoire a évolué, les générations sont passées, et c'est au milieu des années 90 que cette question des spoliations, et notamment des spoliations d'œuvres d'art, eh bien, est apparue en France et dans le monde. Et donc, c'est à partir de ce moment-là seulement, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de travail, que, eh bien, on s'est mis ou remis à faire des recherches, à retrouver aussi la force de ces ordonnances, de ces lois d'après-guerre qui permettent toujours aujourd'hui d'ordonner des restitutions aux familles spoliées. Donc voilà, c'est une histoire par étapes que l'on retrouve en France et ailleurs, une préoccupation finalement assez nouvelle, et des recherches qui ont été lancées il y a une vingtaine d'années dans lesquelles on s'inscrit aujourd'hui. D'autant que de nombreuses œuvres spoliées sont retournées sur le marché de l'art, un peu partout, à droite, à gauche, voilà, dans le privé, dans le public. Donc là aussi, c'est aussi un petit peu compliqué les choses, évidemment, après tant d'années et tant de décennies. Oui, bien sûr. Alors, nous, au ministère de la Culture, dans les musées nationaux, on s'intéresse évidemment peut-être d'abord aux œuvres qui sont dans les musées, qui sont entrées depuis la guerre en grande majorité et qui posent problème, mais évidemment beaucoup d'œuvres volées, vendues sous la contrainte pendant l'occupation pour ce qui concerne la France, mais dès 1933 pour l'Allemagne, eh bien ont circulé, se retrouvent sur le marché régulièrement, et donc c'est une problématique qui concerne non pas seulement les musées, mais aussi le marché de l'art, tous les acteurs, les galeries, les antiquaires, les maisons de vente, qui de plus en plus font des recherches au moment de la vente pour essayer de ne pas vendre une œuvre problématique. Mais ça arrive encore, et ça arrive régulièrement. Et donc, nous tous, les différents acteurs, publics et privés, devons faire ces recherches. Et puis, beaucoup d'œuvres, évidemment, sont chez des gens et ressortiront peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, ou sont détruites aussi, malheureusement. David Ziyu, vous êtes chef de la mission de recherche et de la restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 au sein du ministère de la Culture. Alors, parlez-nous justement de cette mission qui a été créée en 2019. Racontez-nous un petit peu les coulisses, comment ça se passe, combien vous êtes, comment travaillez-vous, parce que on imagine quand même que ça doit être assez compliqué, voilà. Donc comment cela fonctionne au quotidien? Oui, alors c'est un service du ministère de la Culture qui ne part pas du tout de rien. Comme je le disais, cela fait un certain nombre d'années que des recherches ont été menées, et nous sommes dans le prolongement de l'action qu'a mené le ministère de la Culture avec des différents musées, notamment le service des musées de France, qui est un des grands services du ministère. Simplement, ce service est là pour essayer de coordonner, animer cette politique, rappeler la force qu'a donné le gouvernement à cette politique publique. C'est une politique publique de réparation, de tentative de réparation des spoliations. Pour ce qui nous concerne, ce sont les spoliations de biens culturels, au ministère de la Culture, mais il faut toujours rappeler, j'en profite, que les spoliations sont bien plus larges, et les œuvres d'art, ce n'est qu'une petite partie. D'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé justement, je crois, une sénatrice cette semaine, qui a dévoilé, si on peut dire, une fiche de spoliation, et qu'en fait, elle avait quelqu'un de sa famille, qui avait un magasin de chapeaux. Donc, on voit effectivement qu'on est bien au-delà des œuvres d'art, des tableaux qu'on évoque, ou encore des livres. Oui, tout à fait. Oui, c'était la sénatrice Nathalie Goulet qui l'a rappelé à la tribune. Les œuvres d'art ne sont qu'une petite partie, et la majeure partie, ce sont les spoliations immobilières, la réalisation, comme disaient Vichy et les nazis, des entreprises, la spoliation des comptes bancaires. Et évidemment, les œuvres d'art ont un statut un peu particulier. D'abord, elles sont là, elles sont visibles, et comme l'a dit la ministre aussi l'autre jour, elles sont la trace de quelque chose. Elles nous rappellent aussi les propriétaires, elles sont les témoins de ces propriétaires disparus. Alors, pour revenir à notre mission, eh bien, nous essayons à 6 personnes, avec des chercheurs également extérieurs, indépendants, qui viennent compléter notre capacité de recherche, mais surtout avec les musées nationaux et les musées publics en général, qui peu à peu, de plus en plus, font des recherches eux-mêmes. Nous essayons d'une part de répondre aux demandes des familles qui continuent d'arriver aujourd'hui, des familles qui
pour certaines, savent précisément ce qu'il y avait chez leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, et qui, pour beaucoup d'entre elles, en revanche, ne savent pas grand-chose et qui recherchent des informations. Donc, nous répondons à ces demandes, nous essayons d'en savoir plus sur la spoliation, sur les œuvres qui pouvaient se trouver chez leurs aïeux. Et puis, à l'inverse, nous essayons de rechercher nous-mêmes ou de faire des recherches sur les œuvres des collections publiques, nationales d'abord, pour passer en revue les œuvres acquises tout à fait normalement, légalement, et identifier parmi elles celles dont la provenance, comme on dit, le parcours, l'historique, n'est pas clair. Et pour peut-être identifier des œuvres spoliées, volées, vendues sous la contrainte, et comprendre qui était la personne spoliée, et ensuite, avec l'aide de généalogistes et avec l'aide de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, trouver évidemment les ayants droit aujourd'hui, qui avec le temps sont nombreux souvent. Voilà, donc ce sont deux activités, répondre aux demandes des familles et par nous-mêmes, c'est un mouvement qui existe depuis une dizaine d'années, faire des recherches de notre propre initiative et de celle des musées. Quel est aujourd'hui votre obstacle principal dans la mission ? Un ou plusieurs obstacles, mais vraiment le principal ou les principaux. Le temps et l'absence d'éléments, l'absence d'archives. Il y a beaucoup d'archives, heureusement. Il y a des archives des services allemands, des services nazis de pillage. Il y a des archives constituées après la guerre, au moment justement où beaucoup de familles ont fait des demandes pour retrouver leurs œuvres. Il y a les archives de Vichy, du commissariat général aux questions juives, qui sont assez glaçantes évidemment, mais qui sont précieuses pour nous, mais il manque beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'on a des œuvres dont on sait qu'elles sont douteuses, mais on ne sait pas qui était propriétaire. Et donc on cherche lentement, autant que l'on peut, non pas parce qu'on est lent, mais parce que les archives ne sont pas là, à qui elles ont pu appartenir avant-guerre, ce qui nous mettra sur la piste du propriétaire. Donc c'est vraiment ça, c'est le temps, c'est la capacité de recherche et l'absence d'éléments, et parfois il faut trancher aussi dans le flou, sans tout savoir. D'un point de vue législatif, une loi cadre pourrait voir le jour, ce serait une prochaine étape pour élargir sur les restitutions, pour accélérer les choses ? Alors, aujourd'hui, la loi qui a été votée avant-hier, c'est une loi qu'on appelle d'espèce, une loi qui vise des objets précis, donc 15 œuvres. La loi cadre, ce serait une loi qui créerait un dispositif un peu différent, qui permettrait justement d'éviter de passer par le Parlement pour chaque future restitution. Oui. Donc ça a été discuté et à l'Assemblée et au Sénat. C'est en discussion. La ministre de la Culture en a parlé, s'est dit favorable à ce nouveau dispositif en disant qu'on ne pouvait pas le faire là en fin de quinquennat. Donc il y a des réflexions en cours. Certains parlementaires ont rappelé qu'il était important aussi pour la représentation nationale de se prononcer symboliquement, solennellement, pour reconnaître ces faits et affirmer la volonté de restitution. Et beaucoup d'autres également ont rappelé le besoin peut-être de souplesse. Donc nous sommes chargés de travailler à différentes options et c'est ce que nous faisons pour les mois qui viennent. En rappelant effectivement que ça a été un vote à l'unanimité, ce qui fait plaisir et qui est suffisamment malheureusement ou heureusement rare pour le signaler. Dernière question, comme se demandent nos confrères du Parisien cette semaine, ce texte aurait-il vu le jour sans l'action menée durant l'occupation par la résistante Rose Valland ? Alors, Rose Valland, oui, c'est une figure qu'il faut toujours rappeler. C'était une attachée de conservation qui travaillait au musée du Jeu de Paume, dans le jardin des Tuileries, où étaient stockées par les Allemands les œuvres volées à Paris et en France. Et sa présence avait été tolérée. Et en fait, elle prenait en note l'ensemble, tout ce qu'elle voyait passer, et elle a beaucoup permis de retrouver les œuvres après-guerre. Elle a continué à travailler jusqu'à sa mort au début des années 80. Et donc, c'est une figure fondatrice. Certaines de ces œuvres qui vont être restituées sont arrivées sur le marché bien après et n'ont pas été volées en France, comme le Klimt ou le Chagall. Mais évidemment, on se place toujours un peu sous la figure un peu tutélaire de Rose Valland. D'ailleurs, une des bases de données que l'on gère au ministère de la Culture s'appelle la base Rose Valland. Donc voilà, on travaillait dans son sillage. Merci beaucoup David Zivie, chef de la mission de recherche et de la restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 au sein du ministère de la Culture, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J. Merci.